à certains qui sont des jeunes générations au Cameroun. Et il y avait donc la période de Mbanga. Mbanga, c'est dans le Mungo. La période de Mbanga qui était donc aussi une des figures majeures de la scène musicale camerounaise qui chantait régulièrement, uniquement en pidgin. En pidgin, pourquoi? Parce que c'était justement la langue parlée en Mbanga et dans d'autres régions du Mungo. Et c'est aussi pour moi l'occasion de faire un clin d'œil à cette figure majeure-là. Pourquoi? Parce qu'il a fait partie, dans les années 90, de la résistance au Cameroun contre la dictature de M. Biya qui s'installait. On ne savait pas qu'elle aurait perduré autant, mais il a fait partie des mouvements qui, dans les années 90, justement, se battaient corps et âme pour essayer de parvenir à la démocratie au Cameroun. C'est quelqu'un dont les apparitions en public étaient généralement très importantes. Il avait la capacité de mobiliser de grandes masses, de grandes foules, de les mobiliser autour justement donc de la volonté de lutte, de libération contre la dictature de M. Biya et le système du parti unique. Il aurait vraiment fallu qu'il nous en débarrasse. Ça n'a pas été le cas. Nous allons pouvoir terminer le travail là, cette année en 2025, avec les élections qui approchent. Avant cela, je vous fais donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le pidgin, je vous fais donc découvrir un tout petit peu la période de Mbanga. Qui ne savent pas ce que c'est que le pidgin, qui n'ont peut-être pas été au Cameroun, c'est la langue qui est parlée et qui est utilisée justement par la Piro de Mbanga, vraiment grande figure de la libération de libération de notre pays. C'est cette langue que vous avez écoutée. Il y a pas mal de titres que vous pourrez retrouver sur YouTube, donc je vous laisse aller rechercher par vous-même pour pouvoir écouter. Et donc, on arrive bientôt. On n'a même pas encore commencé. On arrive bientôt dans le cœur du sujet. On arrive bientôt à la partie qui sera la plus intéressante. Prenez votre mal en patience. J'avais prévenu que le live, il faudrait avoir de la patience. Donc, ça nous permet de comprendre les raisons qui justifient le choix de l'UPC de s'installer justement dans le Mungo. Un, il y a un bassin qui est un bassin qui, géographiquement parlant, présente les avantages d'être une zone montagneuse, comme on l'a vu avec les autres mouvements de lutte de libération. Deux, c'est un bassin dans lequel les déportations de Camerounais, de manière forcée, pour les travaux forcés, pour les corvées dans les champs, mais aussi pour la construction des chemins de fer dans la zone du Mungo, obligent les populations à trouver une manière de s'exprimer qui soit commune. Et cette langue commune permet donc la cohésion dans le Mungo. Et c'est cette cohésion qui donne donc les premières instances de revendication, les premières instances de sursaut
pour dire, ben non, il y a quand même un traitement qui n'est pas normal dans le fonctionnement des choses ici. Les premières revendications naissent dans cette zone-là. C'est aussi à proximité de cette zone qu'on a, par exemple, en Pays Bassa, Ruben Oumniobe, qui, voyant justement ce qui s'y passe, vu que le Pays Bassa est tout proche, voyant ce qui s'y passe, dit, ben non, on peut pas continuer à accepter que les conditions des travailleurs camerounais soient celles-là. D'où la naissance du syndicalisme avec Gaston Dona, qui est celui qui transmet justement le syndicalisme aux nationalistes du Cameroun. Cette naissance-là s'installe justement sur le fait, se base justement sur le fait que dans cette région, dans ce bassin-là du Mungo, comme dans le littoral du Cameroun, on constate des exactions des colons, des oppresseurs, des envahisseurs, qui font à ce que les populations disent à un moment donné, on ne peut plus continuer à accepter cela, les travaux forcés et autres. Donc, du coup, il y a déjà un socle de revendications dans le Mungo qui est présent. Même avant les Français, c'est déjà à partir des Allemands que le socle de revendication est présent. C'est déjà à partir des Allemands que le socle de cohésion linguistique est présent. Mais c'est aussi, comme je vous l'ai dit tantôt, le même lieu où vous avez donc l'avantage de la position qui permet justement de se défendre et de mener une guérilla lorsqu'on a des forces qui sont très limitées. Je vais terminer les photos que je vous montrais tantôt ici avec une dernière qui va être très importante pour la suite. C'est que pour les mouvements de libération que je vous ai montrés, je retourne ma caméra entre-temps. Pour les mouvements de libération que je vous ai montrés, on les voit donc lourdement armés. Par contre, il est important de s'arrêter sur l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Et là, quand il s'agit de l'UPC, quand on cherche les armes dont ils disposaient, en général, quand vous voyez des photos de l'UPC où ils sont en masse, voilà des hommes, voilà des leaders, voilà des héros, voilà des hommes debout qui disent non, nous n'acceptons pas que vous veniez continuer à nous piétiner dans notre pays. Nous sommes des hommes dignes, nous sommes des hommes intègres, nous sommes des hommes suffisamment intelligents, capables de nous gérer nous-mêmes. Nous disons que vous devez partir. Donc quand vous faites la recherche, parce que les recherches que j'ai faites, si vous faites la recherche aussi, par exemple sur le PAIGC, qui est le parti d'Amilcar Cabral en Guinée, qui a libéré la Guinée-Bissau et le Cap-Vert, vous verrez que vous trouverez régulièrement, lorsque vous tapez donc PAIGC, vous retrouverez des photos de militaires, des photos de combattants, d'hommes armés. Maintenant, on va donc faire la recherche en même temps pour essayer de confirmer ce que nous disons. Vous remarquez que quand vous faites la recherche sur UPC, la plupart du temps, vous trouvez la photo d'hommes élégants, d'hommes à la belle stature, mais qui très rarement possèdent des armes. D'où le questionnement justement sur le fait qu'on puisse prétendre que l'UPC que je ferme ça et ça pour éviter des blocages, que l'UPC était donc un parti. Donc, je vais taper PAIGC pour le cas de la Guinée et on va mettre les images. Donc vous verrez PAIGC, vous voyez les images, vous allez voir des hommes quand même assez bien armés. C'est ce que vous pouvez constater à l'écran. J'ai fait une recherche classique, hein, qui se battent pour libérer leur pays. Vous verrez Amilcar Cabral lui-même. Ça, c'est le vrai Cabral, à ne pas confondre avec l'autre, qui est un mauvais sosie. Il aurait dû garder les mêmes opinions, la même ferveur, la même foi, la même volonté, la même détermination pour la libération du continent africain, ce qui n'a pas été le cas et c'est bien dommage. Donc vous verrez, Amilcar Cabral lui-même, c'est pareil. Ils sont toujours dans la forêt. Il est là, lui, il a un pistolet. Vous voyez, c'est des hommes armés. Là, c'est le PAIGC en Guinée. Et ils ont des tenues militaires. À ne pas confondre avec qui, faut-il? Ben, je laisse à chacun le soin de faire Il y a une dame qui est très importante à présenter, c'est Titi Nassila, qui est ici, avec Amilcar Cabral. Vous voyez qu'elle a une tenue militaire, dame très courageuse qui s'est battue jusqu'à ce qu'elle soit abattue parce qu'elle était farouche, elle était vraiment une combattante intrépide. Les Portugais ont célébré longtemps quand ils ont pu l'atteindre. C'était une femme qui se battait également dans les forces du PAIGC. Vous voyez que c'est des hommes qui sont équipés. Regardez l'armement. Regardez, c'est un bataillon. Regardez, en termes du nombre de personnes. C'est une compagnie ou un bataillon que vous avez là. Donc, il faut bien le noter. Et on reviendra sur ces éléments-là par la suite. Et
Donc ça, c'est le PAIGC en Guinée. Vous voyez que les zones sont toujours des zones montagneuses, des zones de forêt pour pouvoir se cacher. Même s'ils avaient des équipements suffisamment nombreux pour pouvoir mettre à mal le régime, ils n'étaient pas quand même à la capitale, en Guinée, Bissau, ni au Cap-Vert, là où ils se battaient. Maintenant, on va donc faire une recherche pour UPC ANLK, l'Armée nationale de libération de l'UPC. J'ai tapé UPC ANLK, donc l'Armée nationale de libération du Cameroun, c'était leur armée. Voilà donc l'UPC. Et voilà l'Armée nationale de libération du Cameroun de l'UPC dans les meilleurs des cas. Et je dis bien ça, c'est les meilleurs des cas parce que très souvent, vous n'aurez même pas ça. Vous voyez ces trois hommes avec, au plus, ces trois hommes que vous voyez avec des fusils de chasse. Mais pas plus. Tous les autres sont sans armes. Ils n'ont même pas un bâton à la main. Je répète, tous les autres que vous voyez, à part quelques-uns qui ont un fusil de chasse, et encore une fois, un fusil de chasse n'est pas un fusil d'assaut, ce n'est pas un fusil de guerre. Et on comprendra le pourquoi par la suite dans le live. Vous les voyez, c'est très souvent des gens qui n'ont rien du tout. Et pourtant, on a bien mis armée UPC ANLK. Donc, on va continuer les recherches. On ne trouve rien. Donc, voilà la seule photo qui est celle prétendument de Ernest Ouandié avec l'ANLK. On va l'ouvrir. Je vais baisser la caméra pour éviter que les logos de Facebook, par exemple, ne bloquent le live. Et ici, je télécharge ça et j'ouvre donc pour qu'on puisse voir en dehors de Facebook. Voilà. Voilà l'image où ce serait potentiellement Ernest Ouandié qu'on verrait au centre. Ils sont 4. Vous notez le nombre vous-même. Il y a une ou deux personnes derrière. Et là, c'est 2 fusils, 3 fusils, 4 fusils, tout au plus. Voilà le plus grand bataillon que j'ai trouvé de l'UPC. Je répète ce que j'ai dit. Le plus grand bataillon que j'ai trouvé de l'UPC, dans toutes les recherches que j'ai pu effectuer, je vous mets vous-même à contribution, essayez de rechercher de votre côté. Le plus grand bataillon de l'UPC que moi j'ai pu retrouver, le voilà. Et vous constatez que Ernest Ouandié lui-même, si c'est véritablement lui, parce que la photo est un tout petit peu floue, mais on a l'impression que c'est lui effectivement qui est là. Et il y a bien l'indication Soumaki, donc c'est populaire Soumaki qui est marqué là, donc qui pourrait corroborer. Nous constatons, c'est marqué probablement 1965. Voilà l'armée en question en 1965. Ce sont ces 4 individus qui auraient rasé, avec 4 fusils de chasse, qui auraient rasé 100 villages dans le Mungo. Je répète, ces 4 individus, avec quelques fusils de chasse, auraient rasé 100 villages, des centaines de villages dans le Mungo, d'après Madame Jeanne Soga. Il faut respecter nos héros. C'est des gens qui se battaient pratiquement à main nue contre le colon. On va maintenant rentrer dans les sources qui vont nous permettre d'étayer les propos que nous tenons ici aujourd'hui. Parce que la forfaiture réussit à s'installer uniquement lorsque la vérité ne peut pas être établie. Et c'est important justement que nous puissions restituer la vérité. Je dis bien encore une fois, de toutes les recherches que j'ai pu effectuer, une autre photo là où on voit des militants de l'UPC, 2 ont un fusil de chasse et c'est tout. Et c'est vrai, pourquoi? Parce que le patriarche Jean Bouinde, dans ses archives, confirme justement que l'occupant colonial français donnait la possibilité à certains Camerounais qui collaboraient avec eux d'acheter des fusils. Et au contraire, ceux de l'UPC étaient totalement privés de cette possibilité d'acheter des fusils. Et encore une fois, je rappelle ici que les fusils en question, ce ne sont pas des armes. Les fusils en question, ce sont des fusils de chasse.
Donc, ils voulaient même simplement acheter des fusils de chasse pour s'en servir. Il ne leur était pas permis de le faire. Pendant ce temps, certains qui collaboraient avec l'administration coloniale avaient la possibilité d'acheter cela, d'acheter ces armes-là. D'où la naissance justement des factions qui vont aller commettre des exactions dans certaines zones du Cameroun et qu'on va attribuer à l'UPC, sachant qu'on a bien pris soin de monter à la place de l'UPC un mouvement qui est presque similaire, d'après les archives du patriarche Jean Boindeux justement. Je salue au passage l'aîné et grand frère, le fils de Jean Boindeux, donc Clément Boindeux, qui m'a fait la possibilité, qui m'a donné la possibilité d'utiliser des archives familiales pour pouvoir corroborer ce que j'ai dit. Il y a la création de ce qu'on appelle l'Union des planteurs du Cameroun, qui en abrégé est également UPC, mais qui est une création justement du colon pour semer le trouble, pour semer la confusion dans les esprits. On laisse justement cette portion-là pouvoir acheter des fusils. On les équipe aussi dans certaines mesures de fusils pour pouvoir aller commettre des exactions qu'on mettra sous le dos de l'UPC. Mais vous pourrez continuer à faire la recherche autant que vous voulez sur les réseaux. On voit bien l'UPC, ce n'est pas un parti miracle. Ils sont contemporains de Fidel Castro, ils sont contemporains des luttes en Angola et consorts. Donc, on voit bien partout les photos. On voit même d'ailleurs les photos de ces mêmes leaders de l'UPC. Pourquoi on ne retrouve donc pas les photos de Ruben Oumiobe avec un fusil? Pourquoi on ne retrouve pas les photos d'Ernest Wandi avec un fusil? Le voilà, il n'a pas de fusil à la main. Même sur la photo, on le voit avec des camarades accompagnés. Il n'est pas armé. Et on verra tout de suite les confirmations pour cela. Pourquoi on ne les retrouve donc pas avec des bataillons armés comme on a pu trouver dans le cas du PAIGC, avec des dizaines d'hommes lourdement armés, comme on a pu le voir dans le cas des FARC, des Forces armées de révolution colombiennes, comme on a pu le voir avec le mouvement M26 de Fidel Castro. Pourquoi on ne les retrouve pas avec autant d'armes? C'est simplement parce que c'était des gens qui avaient une option, c'était de se battre par tous les moyens dont ils disposaient pour libérer le Cameroun, mais ils n'avaient pas à leur disposition les moyens militaires en question. Ils avaient plutôt les cerveaux. Quand vous regardez très bien sur les photos, vous voyez que c'est des hommes debout qui utilisent leur tête, qui utilisent leur intelligence pour se battre et pour donner l'impression même à l'oppresseur qu'en réalité, ils disposent de forces suffisamment puissantes pour mettre à mal le régime colonial. Pourtant, dans la réalité des faits, et ça aussi, c'était un aveu qui m'a d'ailleurs choqué. J'ai été à Bafoussam le 15 janvier dernier dans le cadre de la commémoration, comme vous le savez tous, des jours sombres, du jour sombre durant lequel, le 15 janvier 1971, Ernest Wandi a été assassiné, a été exécuté sur la place publique à Bafoussam. C'était un live sur cette même chaîne-ci. Et il y a eu un monsieur qui s'appelle commandant Mandiesel, Jean-Armand Wafo, c'est son nom si je ne me trompe pas, qui a, durant les témoignages, dit qu'à un moment donné, eux de l'UPC étaient toujours favorables à l'idée qu'il fallait trouver les voies et moyens de sortir de la crise, parce que dans le fond, l'UPC n'avait pas de moyens, il se battait à main nue, n'avait pas de moyens militaires. Quand il l'a dit, moi ça m'a semblé curieux, je me suis dit, mais tiens, on dit que l'UPC avait l'Armée nationale de libération du Cameroun. Comment le monsieur, qui est un membre de l'UPC, qui a été justement dans l'UPC, peut prétendre qu'il n'avait pas de moyens militaires importants pour pouvoir résister? Et quand je fais les recherches, finalement, aujourd'hui, je me rends compte qu'il avait tout à fait raison de le dire, parce que l'UPC n'a pas eu les moyens militaires qui pouvaient opposer une résistance suffisamment farouche au régime. Pourtant, ce n'est pas pour autant qu'ils ont baissé les bras. Ça montre toute la bravoure, tout le courage, toute la stature, toute la grandeur de ces hommes-là, qui même à main nue disent, nous ne faisons pas de compromis ni de compromission. Nous n'acceptons pas la continuité de la domination sur notre pays. Nous voulons l'indépendance totale et immédiate. Nous voulons la réunification du Cameroun d'abord. Nous voulons ensuite l'indépendance et nous voulons améliorer le standard de vie des populations par une politique économique que nous allons peut-être avoir l'occasion de voir par la suite. Ça permet donc de rentrer maintenant définitivement dans les sources qui permettent de comprendre ce qui s'est véritablement passé dans le Mungo. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Mungo en ce qui concerne les terres justement, ou l'histoire du foncier dans le Mungo, comment les terres ont évolué dans le Mungo. Pour entrer justement dans la partie des archives ou des documents, je ne sais pas Wilfried, si tu veux dire quelque chose à ce stade ici avant que je ne continue, parce que là je vais rentrer dans la partie plutôt archives, donc textes et documents que j'ai glanés ça et là, en présentant les sources d'abord. Donc si tu veux déjà dire quelque chose, pour ne pas que je parle tout seul, je te laisse la parole, surtout que ce que tu dis est souvent très très riche et permettre de compléter de manière très brillante ce que je dis.
Non, non, je n'ai pas grand-chose à dire. En fait, ce que tu fais, c'est ce qu'on avait prévu depuis le début, c'est-à-dire confronter le blabla à l'épreuve des faits. J'ai identifié une cause principale pour ça. C'est du tribalisme. Les gens pensent que le tribalisme, c'est s'asseoir à la télé comme Elim Bilobé et dire simplement les Bamileke, je ne les aime pas, ou telle tribu a fait du mal au Cameroun. Non. Le vrai tribalisme, c'est de créer un narratif, c'est-à-dire parallèle à la réalité historique. Et comme on sait qu'on est avec des gens qui sont chauffés à blanc par les affinités ethniques et qui ne vont pas interroger la véracité de l'histoire, on surfe dessus. Il suffit qu'on leur dise tel nous a fait du mal et c'est bon. Ils ne vont pas chercher en adultes qu'ils sont interrogés, justement, la précision historique et chronologique de tout ce qui est raconté. On leur a dit que l'autre tribu, l'autre ethnie ne nous aime pas. C'est bon, point final. Et là, tout à l'heure, tu as bien une contradiction incroyable. Tu dis bien, mais on ne fait que regarder les images et c'est la vérité. Tous ces gens-là, même quand on parle de l'ANLK, les gens, quand on les voit, ils sont principalement en costume, cravate. Ils sont habillés comme des diplomates, c'est-à-dire la vétusté des moyens matériels à leur disposition pour mener une vraie guérilla était criarde. Ce qui fait que ce qu'on leur attribue, la capacité à éradiquer des villages entiers, la capacité à créer des génocides, c'est physiquement impossible, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens pour. De deux, ils font face à une armée étatique, l'armée d'Amadou Ahidjo, l'armée camerounaise, qui est accompagnée par justement un mécanisme néocolonial qui ne dit pas son nom, avec la France qui, conformément aux propos de Jean Lamberton, n'a jamais prévu de lâcher le Cameroun, même après l'indépendance. Donc, comment des gens qui n'ont que des bâtons, des dabas, des roues, vont réussir à anéantir des centaines de villages au point d'établir et de sécuriser des colonies de peuplement, comme ce que Jeanne Soga a voulu faire entendre. Une colonie de peuplement impose un armement assez incroyable. Les Français ne sont pas venus avec des morceaux de papier en Algérie en 1830 pour établir une colonie de peuplement. On s'arme jusqu'aux dents et on éradique ceux qui sont sur place. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, quand tu présentes la réalité historique du fait que ces gens-là n'étaient pas fondamentalement armés, ça s'inscrit en faux contre la version selon laquelle ils auraient mis à feu Yassan des villages et s'y seraient installés. De la même manière que, comme je le disais au début, et c'est bien que tu sois encore revenu dessus, voilà quelqu'un qui vous présente l'idée selon laquelle quand on mène une révolution, on commence à la capitale. Depuis quand vous avez regardé un film et c'est le méchant principal qu'on élimine en premier? C'est impossible. Tu n'as pas accès au méchant principal. Tu dois éliminer tous ces sbires, toutes ces ouailles qui le protègent de la périphérie jusqu'au centre. La révolution est toujours convergente. Elle part de la périphérie, elle part de la frontière jusque dans l'épicentre. C'est pour ça que tout ce que tu as évoqué, les résistants de l'Angola, les résistants de Cuba, les résistants de la Guinée-Bissau, de Sao Tomé et Principe, c'était des gens qui justement partaient de la périphérie vers la capitale. Et comme elle est de la Russie, j'ai trouvé qu'il était important de lui rappeler l'histoire de son propre pays, puisqu'elle dit qu'elle est moitié russe. En Russie, en 1917, il y a le renversement de la dynastie des Romanov. Et la dynastie des Romanov est implantée dans la capitale, à Moscou. Sauf que les mouvements ne commencent pas dans la capitale, à Moscou, mais plutôt à Pétrograd, à plus de 600-700 km de là. Et là, je pars de la ligne directe en avion. Si tu veux faire le trajet en voiture, c'est environ 8 heures de temps. La distance, elle est terrible. Et on est en 1917. Il n'y a pas de BMW qui roule à 450 km/h. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas les moyens de locomotion d'aujourd'hui. C'est de là que ça part en février. Et puis ça s'étend au fil du temps, au cours de l'année, jusqu'au pic de la révolte en octobre qui fait donc tomber les Romanov et qui installe donc le régime bolchevique avec Vladimir Ilitch, celui qu'on appelle Lénine. Et c'est la même chose à Cuba avec la Moncada, qui ne se situe mais pas du tout dans la capitale, mais plutôt à Santiago. On précise Santiago de Cuba parce que la capitale du Chili, c'est Santiago de Chile. Donc il y en a plusieurs. Et c'était à Santiago de Cuba, l'une des plus grandes villes du pays, mais pas la capitale. Et donc ils commencent par là. Ils essayent de s'emparer d'une caserne militaire pour avoir le matériel et
de toute façon, ça échoue. Mais de fil en aiguille, c'est dans les zones périphériques que ça démarre. Même les Américains, quand ils ont voulu renverser Castro en 61, ne sont pas entrés dans la capitale. Ils ont débarqué dans le littoral du pays, la fameuse baie des Cochons, le 17 avril 61. Donc, quand quelqu'un vient parce que le tribalisme l'anime et veut déconstruire la réalité historique en apportant un narratif idiot, la personne vient et vous dit des sornettes du genre oui, mais le pouvoir est à Yaoundé, comment ça se fait que la révolution s'est passée dans le Mongo? Bah, tout simplement parce que de toute l'histoire humaine, les révolutions ont toujours convergé. Même Jésus a démarré en Galilée avant d'arriver à Jérusalem. Même, c'est-à-dire, comment dire, même Mohammed, quand il a voulu essayer d'implanter l'islam à la Mecque, ça n'a pas marché. En 622, il s'est enfui, il est allé à Médine. C'est après de Médine qu'il est revenu à la Mecque 8 ans plus tard. C'est-à-dire l'histoire entière des révolutions part de la périphérie vers le centre. C'est Je d'ailleurs pour suis, ça que vous voyez deux je suis choses. toujours choqué par tes exemples. Même Jésus a appris au passage pour son grade. Oui, même Jésus a Merci, commencé très loin. y C'est un... compris Mohamed. C'est intéressant. En tout cas, si tu permets, on va essayer d'évoluer parce qu'il y a encore beaucoup d'éléments qu'il faudra avoir pour restituer totalement la vérité sur cette affaire. Si tu permets, hein, sinon, si tu as encore Non, vas-y, quelques vas-y, continue, vas-y, tu peux y aller. d'accord. Je te laisse terminer sinon. Et merci dans tous les cas pour tes compléments qui sont toujours super clairs, super limpides, surtout imagés, ce qui nous permet naturellement de mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire et de faire. Jeanne, je t'ai envoyé la vidéo donc du commissaire Thomas Soga. Et c'est pourquoi je dis toujours que mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes camerounais, nous sommes africains et nous devrons être fiers de ce que l'Afrique est. L'Afrique, c'est un continent où il n'y a pas que le raisonnement cartésien qui fonctionne. L'Afrique, c'est un continent là où il y a également la dimension métaphysique, la dimension de notre spiritualité, la dimension de notre culture. Il y a ce qu'on appelle les égrégores dans dans la spiritualité africaine. Les égrégores, c'est généralement simplement des semblants de coïncidences, mais qui n'en sont pas en réalité. Pourquoi je le dis? Parce que Jeanne, je t'ai envoyé une vidéo, si tu veux bien la prêter, je te l'ai envoyée sur WhatsApp, si tu viens la prêter pour qu'on l'écoute tout à l'heure, lorsque je te le demande, ce serait bien, parce que je sais que tu n'avais pas la vidéo initialement. Cette vidéo-là, c'est la vidéo du témoignage du commissaire de police qui est le premier à être arrivé sur les lieux et à avoir trouvé Ernest Ouandié. C'est le tout premier. C'est-à-dire c'est vraiment la première personne qui a trouvé Ernest Ouandié lorsque Ernest Ouandié a été arrêté en 1970, fin 1970, avant d'être exécuté en 1971. Et donc, le commissaire en question intervient dans la tribune de l'histoire, une interview d'Anani Rabier Bindi que tout le monde peut trouver sur Internet. Je vous recommande d'ailleurs vivement d'écouter cela parce que ça vous permet d'avoir aussi un certain nombre d'éléments de la part de ceux qui ont arrêté les nationalistes. Le monsieur en question lui-même se réclame d'abord comme étant fils d'UPCiste, comme étant un UPCiste lui-même. C'est très curieux qu'un UPCiste qui se réclame UPCiste, fils d'UPCiste, arrête le leader de l'UPC. Mais en tout cas, acceptons ça comme ça. C'est l'histoire du Cameroun et de l'Afrique. Elle est très curieuse. Par contre, ce qui est important de souligner et ce qui montre vraiment que l'histoire ne se fait pas au hasard, c'est l'élément égrégore que j'étais en train de vouloir soulever ici. Cet élément-là nous dit quoi? Nous renseigne sur quoi? Cet élément nous renseigne sur que Jeanne Soga, qui est celle qui éclaire la thèse de Limbulobe, vu que Limbulobe n'explique pas très bien pourquoi est-ce qu'il dit que Ernest Ouandié était un bandit sur les plateaux de télévision, elle l'éclaire sur cette thèse-là. Elle s'appelle donc Jeanne Soga. Le commissaire qui a arrêté Ernest Ouandié et qui l'a remis donc aux autorités finalement s'appelle Thomas Soga. Exactement comme la Jeanne Soga. Ils ne sont peut-être pas parentés, je ne pense pas du tout. Mais il s'appelle Thomas Soga. C'est curieux. Je ne sais pas si c'est son père ou si ce n'est pas son père. C'est très curieux. Et donc, on va écouter les propos de Thomas Soga pour confirmer ici si oui ou non les leaders de l'UPC étaient armés. Il nous parle ici donc de l'UPC, principalement donc de Ernest Ouandié, qu'il a arrêté lui-même. C'est le premier à avoir mis la main sur Ernest Ouandié. Il s'appelle Thomas Soga, commissaire de police donc au Cameroun. Il est retraité par la suite. Et c'est pourquoi je parle d'égrégore, parce qu'il a le même nom, Soga, que celle qui aujourd'hui vient nous pondre des thèses dont elle dit détenir les preuves documentées, mais qu'elle ne présentera certainement jamais au grand public. Jeanne, je te laisse lire la vidéo, s'il te plaît. On n'a pas le son.
pendant que j'étais avec Wani dans la chambre, il a mis la main dans sa culotte là. Il a sorti les documents pour me montrer l'ordre d'émission qu'il avait donné à Monseigneur Ndokumo pour aller les chercher les moyens en Algérie et au Ghana. Bon. Et il précise que Monseigneur Ndokumo avait eu les moyens. Oui, il avait eu les moyens. Il ne lui a pas tout redonné. Oui, il ne lui a pas tout donné. Il lui a donné 700, 800 000 francs en tout et pour tout. Voilà. Alors, je leur raconte, c'est là où Enamba me demande si Wandji n'avait pas les armes ou quoi. Je lui ai dit non, Wandji n'avait même pas une lame de rasoir. Il avait seulement les Reviens encore un tout petit peu sur cette partie, Jeanne, s'il te plaît. Après avoir beaucoup réfléchi. Okay. Parce que pour nous, les policiers, les documents là de demain. Quelques secondes, 20 secondes. Pendant que j'étais avec Wandji dans la chambre, il a mis la main dans sa culotte là. Il a sorti les documents pour me montrer l'ordre d'émission qu'il avait donné à Monseigneur Ndokumo pour aller les chercher les moyens en Algérie et au Ghana. Bon. Et il précise que Monseigneur Ndokumo avait eu les moyens. Oui, il avait eu les moyens. Il ne lui a pas tout redonné. Oui, il ne lui a pas tout donné. Il lui a donné 700, 800 000 francs en tout et pour tout. Voilà. Alors, je leur raconte, c'est là où Enamba me demande si Wandji n'avait pas les armes ou quoi. Je lui ai dit non, Wandji n'avait même pas une lame de rasoir. Il avait donc, arrête là, Jeanne, s'il te plaît, merci. Après avoir... Donc, son supérieur hiérarchique lui demande si Ernest Wandji était armé quand il l'a arrêté. Lui, il répond, et c'est ça l'Afrique d'ailleurs que j'adore, parce que l'Afrique répond toujours de manière imagée. C'est pour ça que je reconnais un grand talent à ceux qui parlent de cette façon-là. Ça montre la profondeur justement de leur africanité. On lui demande si Wandji n'avait pas des armes. Que répond le commissaire Thomas Soga, homonyme de Jeanne Soga lui-même? Il répond, il n'avait même pas une lame de rasoir. J'y répète, même pas une lame de rasoir. Même pas une lame de rasoir. Voilà quelqu'un qui est donc au maquis, qui est à la tête d'une armée farouche nationale de libération du Cameroun, qui rase 100 villages pour arracher des terres et les remettre à ses frères Bamileke. Mais quand on l'arrête lui-même, pendant qu'il est en train de se défendre et il sait qu'il est pourchassé, il n'a même pas un petit pistolet pour se défendre. Il n'a même pas un fusil de chasse. Il n'a, pour ne pas parler d'une mitraillette ou autre, mais il n'a même pas une lame de rasoir, même pas un couteau, même pas une machette pour se défendre. Mais à un moment donné, de qui est-ce qu'on veut se moquer? Il faut rétablir l'histoire dans sa vérité au Cameroun. C'était des gens qui se battaient avec leurs idées pour libérer notre nation. Ça doit être dit. C'était des gens qui se battaient avec leurs convictions. C'est pour ça, effectivement, que Wilfried l'a rappelé, on a l'impression que c'est des diplomates que vous voyez à l'image. Et là, je m'arrête d'abord à ce stade-ci pour dire, on est presque 300 sur le live, on ne voit pas les tapotages, on est encore à moins de 100 000 cas de tapotage. Vous n'essayez pas de sécuriser le live et de soutenir ceux qui font ce live-là, ceux qui font ce travail-là. Ce n'est certainement pas possible du tout. S'il vous plaît, jouons le jeu aussi de votre part parce que c'est du travail de la part de Horus Media, c'est du travail aussi de temps de recherche de la part de Wilfried Ekanga pour pouvoir produire les livres, par exemple, qu'il produit et les connaissances qu'il vous repartage. C'est du temps de travail et de recherche de ma part également. Ça, il faut le dire. J'ai passé des jours et des jours à fouiller dans mes archives. Et on va rentrer justement dans la partie archives tout à l'heure pour montrer que on n'est pas ici en train d'essayer d'éclairer des thèses sur la base d'arguments creux. C'est sur la base d'éléments factuels et réels. En même temps aussi, c'est l'occasion pour moi de vous dire, soutenez-nous en suivant les pages, en suivant les lives qu'on fait, parce que ce n'est que comme ça que vous pouvez nous donner de la force et faire en sorte qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à des éléments de vérité et non pas à des opinions. Donc, suivez les comptes et inscrivez-vous. Je suis là, Wilfried est là. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Horus Media, abonnez-vous. Tapotez, soutenez ceux qui sont en train de faire ce travail-là. C'est important. Ce n'est que comme ça qu'on peut restituer l'histoire réelle de notre nation. Il n'y a pas encore eu quelqu'un qui a pris le temps de s'asseoir sur ce sujet-là pour essayer de démonter les choses de cette façon. Sauf si vous en connaissez. Je ne suis pas, je ne prétends pas avoir la science infuse ou être le seul, mais je n'en ai pas encore vu beaucoup. Donc, il faut soutenir. Il faut vraiment soutenir ceux qui font ce travail-là. Ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de temps de recherche et de travail. En parlant de temps de recherche et de travail, justement, quand on a dit que Ernest Wandji, qu'on accuse d'être le leader des exactions, qu'on accuse d'être celui qui a rasé des villages, qu'on accuse d'être celui qui avait à sa solde toute une troupe qui était donc en mesure de faire des génocides, des exactions et des génocides,
Mais en même temps, on le retrouve dans le Mungo. Ce n'est pas ailleurs qu'on l'a retrouvé. On l'a retrouvé là où il est censé être avec son état-major. Là où il est censé justement avoir toute sa puissance de feu pour raser des villages entiers. Là où il est capable justement, par simplement son bâillement ou par le fait d'ouvrir la bouche et de dire aux gens, allez arracher telle terre, de commander des troupes qui vont aller exterminer des chefs des villages entiers. Ça, c'est les mots qui ont été avancés par Jean Soga. Ce sont ses propres mots que je répète. Exterminer des villages entiers avec des chefs, des notables et consorts pour attribuer les terres à qui il veut. Voilà donc le même Wandi en question. Qu'on dit, elle-même, elle dit, il a été arrêté dans l'un des villages où c'était principalement des Bamileke qui étaient installés. Les mêmes Bamileke qu'il a donc rasé les villages qui appartenaient à des zones du Mungo pour installer, ne sont pas capables de le protéger. Mais lui-même, quand on le trouve dans ces villages-là, il n'a même pas une lame de rasoir pour se protéger. Voilà le travestissement de la vérité dans notre pays, dans l'histoire de notre pays. Voilà comment on veut salir l'image des personnes qui se sont battues à main nue pour libérer notre nation. Potsignal a parlé de femmes violées et de bébés tués. Hein. Oui, bien sûr, je n'ai pas simplement voulu rentrer dans parce que c'est des termes qui peuvent faire déclencher l'algorithme. Donc, du coup, vous voyez très bien à quel point on est dans la manipulation et le mensonge dans notre pays. C'est pourquoi j'ai dit, je les confronte, je leur demande de venir avec des arguments. Le témoignage qu'on a reçu, on n'est pas ici en train de parler de quelqu'un qui interprète des paroles qu'on lui a rapportées. On n'est pas en train de parler ici de quelqu'un qui dit, on m'a dit qu'on aurait arrêté Wandi dans telle circonstance. On parle de la personne même qui l'a arrêté. Si vous écoutez toute la vidéo, je rappelle, il s'appelle Thomas Soga. C'est dans l'émission Tribune de l'Histoire qui est passée sur Canal 2. Et le journaliste qui l'interviewe, c'est Anani Rabier Bindi. Donc, il y a toutes les références documentaires pour aller rechercher. Allez rechercher vous-même, vous écoutez. Personne n'a jamais contesté la véracité de ses propos. Et il rappelle qu'il était seul à seul avec Ernest Ouandié. Donc Ernest Ouandié, même seul à seul, aurait pu essayer de lui faire quelque chose. Il était blessé, certes, mais il aurait pu essayer de lui faire quelque chose. Et il dit lui-même que quand on lui pose la question de savoir est-ce qu'il était armé, il répond à son supérieur, il n'avait même pas une lame de rasoir. Même pas une lame de rasoir. Même pas une lame de rasoir. Je le répète à 3 reprises. Et si on parle de tribalisme, on va dire que ce commissaire de police n'était pas de la même ethnie que Wandi? Absolument, absolument. Thomas Soga, il est lui-même Bassa, il le dit dans la vidéo. D'ailleurs, lui-même, il est Bassa, fils du péciste, et lui-même UPCiste, d'après ses propres propos. Vous pouvez écouter la vidéo. Donc, c'est pourquoi je dis que l'histoire est curieuse. Parce que c'est Thomas Soga, donc un Soga, qui vient rétablir la vérité sur les mensonges d'une autre Soga par la suite. Elle ne savait pas simplement que soit son parent, soit quelqu'un qui a le même nom qu'elle, qui a peut-être les mêmes origines qu'elle, avait dit la vérité aux Camerounais avant, et que c'était la personne même qui a apporté le premier des témoignages le plus important, le témoignage de celui même qui est le premier à avoir mis la main sur Ernest Ouandié et de l'avoir arrêté pour le